Soir d'info, la suite avec le professeur Pape Debassi. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire général de l'UDF Mbolomi, un des rédacteurs de la Constitution du 22 janvier 2001, membre de la Confédération pour la démocratie et le socialisme qui regroupe 9 formations politiques, la CDS, avait exprimé, professeur, dès le 2 février dernier, que le report de la présidentielle est juridiquement impossible et politiquement inopportun. Depuis, on connaît la suite. Le débat qui se pose désormais est celui de la justiciabilité de la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Ma question, est-ce que le Conseil constitutionnel doit retoquer cette loi? Voilà, merci beaucoup. Je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je dois dire que cette invitation avait déjà été programmée depuis la semaine dernière. Tout à fait. Mais il y avait des activités liées au 30e anniversaire, n'est-ce pas, du décès du professeur Cheikh Anta Diop. Vous savez, je suis impliqué dans cela. Et ensuite, il y a ces activités politiques qui ont fait qu'il fallait faire un certain nombre de réglages. Donc ce n'est qu'aujourd'hui que c'est possible et je vous en remercie. Alors je dois d'abord, avant de répondre à votre question, faire peut-être deux remarques préliminaires qui me semblent importantes. Alors la première, c'est que vous avez tout à l'heure décliné un certain nombre de casquettes. Je suis, c'est vrai, enseignant, maintenant à la retraite. Je coordonne la CDS, je suis secrétaire général du UDF Mbolomi. Je coordonne également la gauche plurielle. Je suis membre de Benno Bokk Yakaar et membre de Benno Siggil Sénégal. Alors, je dois faire la part des choses parce qu'on nous apprend dans la sagesse populaire qu'il y a des choses qui vous appartiennent, il y a des choses que vous partagez avec les autres. Alors les choses que je partage avec les autres, il faut discuter avec ces autres pour qu'on puisse s'entendre et dire un certain nombre de choses. Mais je reviendrai un peu sur le communiqué parce que ça, nous l'avons partagé. Oui. Alors là, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que depuis un certain temps, je n'intervenais plus sur les questions juridiques. Délibérément. Parce qu'au Sénégal, à un certain moment donné, tout le monde est juriste. Chacun intervient, dit ce qu'il veut. Ça, c'est une chose déplorable et qui me dérange. Parce que j'ai fait quand même plus de 40 ans à l'université à apprendre le droit et ça me dérange vraiment qu'on banalise le droit à ce niveau. On est même arrivé à un moment donné où les gens disaient le droit c'est rien du tout. Même nos collègues des mathématiciens et autres nous chahutent un peu, nous disant bon le droit, etc. Parce qu'on a tout ramené à des questions d'interprétation, ce qui est faux. C'est important de s'arrêter là-dessus et avant d'en venir à notre question de fond. Vous pensez que le droit a été banalisé finalement? Oui, c'est débanalisé. À cet moment-là, on a pensé que c'était à chacun son interprétation. Et ça, c'est grave pour un pays, voilà, en fonction bien sûr de la couleur politique. Et ça, c'est grave, parce qu'il y a quand même un certain nombre de règles. Et s'il n'y a pas de droit dans un pays, on ne peut pas en réalité faire fonctionner ce pays, et tout le monde le sait. Donc je crois qu'il faut réhabiliter le droit. La deuxième chose, il faut vraiment que je le dise, c'est que à l'université même, il y a un certain brouillage, n'est-ce pas, renversement de l'échelle des valeurs. Bon, les jeunes ne respectent plus les anciens, ne respectent plus leurs maîtres. Et ça pose problème. Vous voyez les maîtres qui interviennent, d'autres qui n'ont ni la compétence ni l'autorité, interviennent pour dire un certain nombre de choses. Ça aussi, il faut qu'on y revienne. Parce que si on veut avoir un pays organisé, il faut qu'un certain nombre de normes soient respectées. Et j'ai l'impression qu'on est un pays anormé. Par exemple, ce collectif des universitaires pour la démocratie, est-ce que vous parlez de ces jeunes-là ou Non, je parle de façon générale, parce que je ne savais même pas qu'il y avait ce collectif-là. Mais je dois dire d'ailleurs que tous les jeunes collègues qui interviennent, j'ai été soit leur enseignant, j'ai bien tous, y compris le ministre des Affaires étrangères, j'ai été soit leur enseignant, soit j'aurais pu être leur enseignant. Le professeur Ismaël Madior. Oui, bien sûr, beaucoup d'autres. Voilà, beaucoup d'autres. Je l'ai cité parce qu'on l'a mis en exergue. Voilà. Alors, pour dire que moi je suis à l'université depuis très longtemps, il y a donc des choses. C'est pourquoi je m'étais mis en retrait. Parce que je me disais que je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans notre société. Mais depuis un certain temps, je subis un certain nombre de pressions. La famille, les amis, politiques vont dire mais il faut parler. Il faut parler. Parce que même pendant
toute la période où on discutait du troisième mandat du président, les gens venaient, pression, la presse m'appelait tout le temps. Voilà, j'ai décliné, mais je l'ai même décliné ici. Oui. Parce que je disais que ce n'était pas le moment, et je crois que j'ai eu raison. Mais cette fois-ci, tout le monde pose des questions et on va devant des difficultés insurmontables. La situation est très, très, très grave. Oui. Très, très, très grave, il faut qu'on le dise, et pleine de dangers, pleine d'incertitudes pour un pays comme celui-là. Tout à l'heure, d'anciens chefs d'État ont pris la parole. Absolument. Je n'étais même pas au courant. Et le fait est rare. Et ça montre que la situation est grave, qu'il ne faut pas banaliser cette situation, qu'il ne faut pas mettre toujours en avant les intérêts particuliers, privés, au-dessus de l'intérêt de notre pays, parce que le problème, c'est la survie de notre pays. Et je voudrais vraiment dire cela pour démarrer. Tout à fait. Maintenant, sur cette question, il y a beaucoup d'interprétations. Venons-en à notre affaire. Voilà. Oui. Alors maintenant, je vais commencer par le commencement. Lorsque les auteurs de la loi ont fait la proposition, il y a des discussions, ils ont dit oui. En réalité, nous ne faisons qu'une dérogation au texte constitutionnel, dérogation transitoire qui va disparaître à un certain moment donné. Alors, je dois dire que la dérogation à la Constitution existe. D'accord. Mais ce n'est pas une alternative à la révision. Ce n'est qu'une modalité de révision. Le juge constitutionnel, dans une de ses décisions rendues en 2006, à propos de la prorogation des mandats des députés, dit clairement que le pouvoir constituant est souverain, que ce pouvoir constituant peut abroger, modifier ou compléter le texte constitutionnel, qu'il peut également ajouter des dispositions qui peuvent déroger à des règles et à des principes à valeur constitutionnelle. À partir de ce moment-là, on peut considérer que cette notion de dérogation qu'ils ont utilisée peut le fonder en droit. Mais je vais revenir tout à l'heure sur la question de fond, l'impact de cette dérogation sur la structure, n'est-ce pas, et sur l'intangibilité c'est ça, du mandat présidentiel. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour comprendre cela, mais que tous les Sénégalais comprennent que la dérogation, ce n'est pas une alternative à la révision, ce n'est qu'une modalité de révision. Le pouvoir constituant peut abroger, compléter, modifier, déroger. Voilà comment il faut le comprendre. De ce point de vue-là, c'est clair. Alors, deuxième chose maintenant, c'est que les auteurs du projet disent en réalité que le Conseil constitutionnel s'est toujours prononcé en déclarant son incompétence chaque fois qu'il est saisi d'une loi constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, ils engagent donc leur réforme. Voilà. Alors moi, je dois dire, c'est cette question, que ces auteurs ont utilisé une astuce pour contourner la Constitution. C'est une sorte de détournement. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas utiliser les voies normales pour atteindre les résultats voulus. Ils ont utilisé une voie détournée pour atteindre les résultats. Ce que moi j'assimile à une fraude à la Constitution. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on utilise une voie qu'on n'aurait pas pu utiliser normalement pour arriver à ce résultat-là. Le résultat, c'est quoi? Une fraude à la Constitution. J'ai dit, je l'assimile à une fraude à la Constitution. J'utilise toujours les mots qu'il faut de ce point de vue-là. J'ai quand même assez d'expérience. Je dis que je l'assimile à une fraude à la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, réviser cette durée. C'est l'article 103 qui le dit. Alors, si on déroge à l'article qui fixe la période des élections, cela va avoir nécessairement une répercussion sur, n'est-ce pas, la fin du mandat du président. Or, la Constitution dit très clairement en son article 36 que le président de la République entre en fonction à l'expiration du mandat. Et le mandat lui commence lors de la prestation de serment, l'installation du président, jusqu'à, n'est-ce pas, les 5 ans qui suivent, qui constituent la fin de son mandat. Par conséquent, il y a deux choses. En disant que nous allons adopter une loi pour ne pas appliquer l'article 31, on neutralise
l'article 31. Oui. Bien. Deuxième chose, du point de vue maintenant de l'impact, cela a un impact indirect sur la fin du mandat. Et d'ailleurs, même dans le texte, on dit que le président reste en fonction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mandat est de 5 ans. Donc, si on calcule depuis l'installation jusqu'à l'installation de son successeur, ça fait 5 ans, n'est-ce pas? Et si maintenant on propose qu'il y ait des élections dans 10 mois, ça veut dire qu'il y aura 5 ans plus 10 mois. Tout à fait. Alors, 5 ans plus 10 mois, excusez-moi, mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On sort de la légalité à partir de ce Par conséquent, dès qu'on propose, c'est-à-dire qu'on remet en cause la situation. Et ça crée une situation compliquée. Parce que normalement, le président de la République, et je crois que ce n'est pas son vœu, n'est-ce pas, va être dans une situation compliquée. Normalement, le 2 avril, il devrait terminer son mandat, mais si on lui demande de rester, même avec une loi constitutionnelle, il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes, et je vais y revenir. Alors, voilà un peu mon analyse de la question. Maintenant, qu'est-ce que le Conseil peut faire? C'est la question de la justiciabilité. C'est la deuxième question. C'est intéressant ce que vous dites, professeur, et on peut s'arrêter juste pour que les téléspectateurs comprennent. Si, comme vous le dites, cette loi, vous l'assimilez à de la fraude constitutionnelle, donc vous l'assimilez, pour reprendre vraiment votre terme, donc pour que l'on comprenne, donc c'est illégal. Ça, c'est au Conseil constitutionnel de se prononcer. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est pourquoi je voulais juste arriver. Alors, si le Conseil est saisi, il a la possibilité de prendre 4 types de décisions, selon moi. Il peut y en avoir d'autres. Les 4 figures. Je vais voir les 4 figures. Il y en a 4, mais selon moi, mais il peut y en avoir d'autres. Parce que, vous le savez, les juristes ont beaucoup de ressources. Les conseils, les cours constitutionnels, les juges constitutionnels ont beaucoup de ressources qui leur sont propres. Mais, je dis, première solution, le juge dit, en reprenant sa jurisprudence classique, que le pouvoir souverain et le pouvoir constitutionnel est souverain, comme je l'ai dit, qu'il peut modifier comme il veut, et selon les formes qu'il veut. Voilà. Ensuite, deuxième chose, que moi, juge, j'ai une compétence d'attribution. Ça veut dire que la Constitution et la loi organique ont fixé les matières dans lesquelles je peux me prononcer. Et si la loi constitutionnelle ne font pas partie de ces matières-là, moi je dois me déclarer incompétent. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est le premier cas de figure. Oui, que le Conseil se déclare incompétent, considérant ce que vous venez de développer. Tout à fait. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'entrer dans une situation de conflit à n'en plus finir. Parce que certainement, l'opposition va dire non, la population dit non. J'ai vu même dans votre élément des élèves dire non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il faut le dire, cette décision n'est pas bien accueillie dans notre pays et à l'étranger. Elle est impopulaire. Impopulaire aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Même si on aime bien le président, il faut lui dire que la décision est impopulaire. Voilà. Alors, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qui va se passer de ce moment-là? Est-ce qu'on va, d'ici le 15 décembre, se mettre à nous battre matin et soir et à avoir d'autres morts, d'autres blessés, d'autres arrestations? Nous avons déjà, je crois, 3 morts, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je pense que c'est trop. Il ne faut pas qu'on continue dans cette direction-là. Donc ça, c'est une première solution et le juge, techniquement, peut le faire. Ça, c'est le premier cas de figure. Alors, deuxième cas de figure, le juge dit maintenant, en partant de la décision que j'ai citée tout à l'heure de janvier 2016, dans un de ses considérants, le pouvoir est souverain, sous réserve des limites. Tiré de l'article 39, 39, 40 et 52 de la Constitution, voilà, et des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 103. Alors, les premiers articles portent sur les périodes de révision. Tout à fait. Premier cas de figure, en cas de suppléance du président de la République par le président de l'Assemblée nationale, ce dernier ne peut pas réviser la Constitution. Absolument. Pas de possibilité. Donc, période. Deuxième période, lorsque le président de la République utilise ses pouvoirs exceptionnels, il ne peut pas également modifier la Constitution. Voilà. Troisième, maintenant, l'autre aspect, c'est les dispositions de l'alinéa 7. Et à l'époque, l'alinéa 7 de l'article 103 de la Constitution, qui visait, à l'époque, la forme républicaine de l'État. Seulement la forme républicaine de l'État.
Mais en 2016, on a modifié cet article 103 et on a ajouté le mode d'élection du président, la durée et le nombre de mandats du président. Oui. Alors si le juge dit... faire l'objet de révision. Voilà, si le juge dit qu'ils ne peuvent pas faire l'objet de révision. Si le juge dit que sous réserve de ces limitations, est-ce que cela veut dire que le juge peut contrôler si on a par exemple adopté une révision à une période qui n'est pas la bonne période, ou alors est-ce qu'on peut adopter une révision pour changer la forme républicaine de l'État, changer le mode d'élection du président, etc. Donc ça pose un problème. Et le juge, comme il dit, c'est une dérogation aux limites, ce sont des limitations au pouvoir constituant, donc des dérogations, n'est-ce pas, à la souveraineté du pouvoir constituant. Oui. Le juge pourrait s'engouffrer dans cette brèche et contrôler cela en disant que en adoptant une loi qui déroge à l'article 31, on touche à l'article 103 et 27, et à partir de ce moment-là, il y a un problème de constitutionnalité. Oui. Le juge peut le dire. Et la loi peut être retoquée sur cette base. Bien sûr. À ce moment-là, on renvoie la loi à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Alors maintenant, le troisième cas de figure, le premier c'était oui, le deuxième non. Oui. Le troisième cas de figure, c'est oui mais, et le quatrième non mais. Alors, oui mais, ça veut dire que le juge constitutionnel, et souvent on l'oublie, avant de continuer, j'allais l'oublier aussi. Le juge peut aussi utiliser un autre argument pour le deuxième cas de figure, tiré, n'est-ce pas, de son avis de 2016 pour le référendum. Alors, dans cet avis, le juge dit au point 25 que la stabilité institutionnelle et la sécurité juridique constituent des principes, plutôt des objectifs à valeur constitutionnelle qui doivent être pris en compte pour chaque révision. Le juge le dit. Vous pouvez prendre le texte, vous le lisez, vous le verrez. Oui. Et dernier point, 32, il dit que la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle pourraient être remises en cause dès lors qu'on permet à quelqu'un d'augmenter ou de réduire le mandat. Oui. Ça, le juge le dit dans son avis. Et nous sommes aussi dans ce cas de figure. Voilà, le juge le dit dans son avis. Donc, je dis qu'il a un certain nombre d'arguments pour aller dans cette direction-là. Oui. Mais je dois être clair, je n'indique aucune direction aux juges. Oui. Les juges savent ce qu'ils vont faire. Voilà, on a des cas de figure. Voilà. Troisième cas de figure, j'ai dit non mais. Alors, non mais, ça veut dire que le juge dit, en réalité, cette loi constitutionnelle n'est pas contraire à la Constitution. Mais moi, juge. Oui, c'est le premier cas de figure. Oui. Maintenant, moi, juge, et c'est là mais. Le non mais, c'est la troisième cas. Mais moi, juge, je suis le régulateur du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Absolument. Et vous savez que le juge, à un certain moment donné, avait accepté que l'on vote sans carte d'identité, avait accepté que l'on diminue le nombre de bulletins, a accepté de statuer avec 4 membres, etc. Donc, le juge a cette possibilité-là. Alors, je suis régulateur, et par conséquent, je considère que le report, je ne peux peut-être pas contrôler les motifs de ce report, mais je peux contrôler les modalités du report. Est-ce que le fait de reporter de 10 mois ne constitue pas une sorte de violation de droit d'un certain nombre de personnes? Par exemple, les candidats qui étaient retenus pour avoir leurs droits en fait remis en cause, et peut-être d'autres également, et de demander ou de proposer un aménagement. Donc c'est tout à fait possible. Et dernier cas de figure, c'est le non, mais là aussi, le juge dit la loi est contraire à la Constitution, mais moi, en tant que également régulateur du bon fonctionnement du service public, des institutions et du bon fonctionnement, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, je peux en réalité moi-même fixer une autre date pour les élections, rapprocher, puisque je dis non, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais constitutionnels. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel lui-même propose une nouvelle date. Une nouvelle date. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Constitution, on prévoit des cas dans lesquels le Conseil constitutionnel peut proposer une nouvelle date. C'est lorsque il y a dépôt des candidatures et qu'un candidat décède entre-temps. On va continuer le dépôt jusqu'à la veille du scrutin et le Conseil peut proposer une nouvelle date. Deuxième cas de figure, c'est par exemple lorsque un candidat, entre les deux tours,
est décédé, oui, empêché, etc., oui. le Conseil peut également proposer une nouvelle date. À ce moment-là, le Conseil peut considérer que la situation est telle qu'il peut proposer une nouvelle date. Mais à ce moment-là, puisqu'il a dit non, cette nouvelle date va reprendre l'article 31, puisque l'article 31 n'est pas modifié. À partir de l'article 31, trouver une date rapprochée. Oui. Et à ce moment-là, il y aura bien sûr des incidents sur la fin du mandat, et pour le reste, il peut proposer des aménagements techniques. Oui. Et le reste, les hommes politiques, nous y reviendrons tout à l'heure, oui, pourront se retrouver, discuter et trouver une solution la meilleure possible. Oui, voilà. alors, donc il y a ces cas de figure. Il y a 4 cas de figure. J'insiste encore, oui, ce sont les cas de figure que moi j'ai retenus. Oui. Il peut y en avoir d'autres. Oui. Et j'insiste encore pour dire que c'est le Conseil qui va prendre sa décision tout seul. Je ne leur donne aucun conseil ni aucune indication. J'entends bien. Voilà. Alors, ce n'est pas simple, mais on voit qu'il y a en tout cas des solutions. Voilà. Des solutions, des pistes de réflexion en tout cas. Et ça rentre d'ailleurs dans le cadre de cette deuxième question. Que nous est-il permis d'espérer finalement, professeur, en ces temps sombres, dramatiques? Est-ce que c'est uniquement par l'application stricto sensu de la loi que nous pouvons sortir de cette crise? Oui, merci de la question. Ça me permet d'ailleurs de dire que lorsque j'ai accepté l'invitation, c'est surtout pour venir proposer des solutions et non pas en fait mettre le feu aux poudres. Oui, on n'en a pas besoin. Parce que mais si on se limite simplement à des questions juridiques et techniques, on peut passer à côté. Parce qu'il faut savoir que la loi, elle est là pour tous, mais une loi n'est pas nécessairement juste. Mais je ne parle pas de ce cas précis, je parle de façon générale. Une loi n'est pas nécessairement juste, il faut qu'on s'entende bien. N'est pas nécessairement même si juste. Elle est erga omnes, comme voilà, si pas erga omnes, c'est valable pour tous. Pour tout le monde. Même si elle a été prise dans les formes qu'il faut et ne viole aucune disposition, mais elle peut ne pas être juste. À ce moment-là, il faut soit que le juge lui-même prenne la décision de redresser avec son pouvoir de régulation dont je parlais et d'interprétation, ou alors ce sont les hommes politiques qui vont se retrouver pour discuter de cela. Oui. Parce que si le juge prend une décision, alors à la limite, le Parlement peut venir adopter une loi qui va venir contrarier la décision de justice. Donc, d'autant plus qu'on parle, on agite en tout cas l'idée de l'installation d'une cour constitutionnelle. Oui, j'ai entendu du Conseil constitutionnel, oui, c'est ça. Ça peut aller dans ce sens. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on commence à déstabiliser les institutions, si on commence à faire en sorte que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont plus respectées, on va vers le chaos. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a des problèmes, des discussions, des batailles, des bagarres, mais dès que le Conseil constitutionnel ou la juridiction constitutionnelle se prononce, tout le monde accepte. Je crois qu'on doit aller dans cette... Et l'application stricto sensu de la loi, dès lors qu'on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Oui, mais sauf... ce qu'on a vu récemment, c'est quand même... non, sauf pour dire, sauf pour dire, cette fois-ci, ce n'est pas encore dans ce cas-là que de façon générale, que les juridictions constitutionnelles ont un rôle politique, un rôle d'arbitrage, n'est-ce pas, du jeu politique, et que ce qui veut dire que dans certains cas, elles peuvent prendre des décisions qui dépassent le strict respect des règles juridiques. Ça, c'est juste le régulateur même social. C'est ça pour dire que ce n'est pas seulement le respect strict des règles juridiques qui permet de s'en sortir, quoi. Mais le juge peut jouer un rôle, n'est-ce pas, de régulation et d'interprétation qui lui permet de trouver les meilleures solutions à un moment déterminé. Parce que le juge aussi est lié par des déterminants interne mais externe. Le juge n'est pas en dehors de la société. Il est dans la société, il vit les problèmes de la société. Et vous savez, c'est les juges actuels ressentent cette situation-là d'une certaine manière. C'est pourquoi il faut faire quand même très attention. Alors, professeur Pape Dembassy, vous êtes un des rédacteurs de la Constitution du 22 janvier 2001. On a longtemps dénoncé ici au Sénégal et en Afrique ces tripatouillages constitutionnels. On a parlé à chaque fois ces coupures presque intempestives de la charte fondamentale. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, que notre Constitution n'est pas suffisamment verrouillée? Pas suffisamment parce que si
une majorité parlementaire peut modifier la Constitution n'est pas verrouillée. Vous savez, dans certains pays, c'était le cas au Mali pendant très longtemps, on dit pour réviser la Constitution, il faut nécessairement un référendum. Ce n'est pas toujours évident. Ça veut dire que même si vous voulez modifier une virgule, il faut un référendum. Ça, c'est aussi une difficulté. Mais si on laisse les majorités modifier la Constitution, évidemment, ça va bouger. Il y a un de nos enseignants, il y a plusieurs années, qui nous disait qu'il y a les constitutions rigides, les constitutions souples et les constitutions molles. Les constitutions molles, c'est des constitutions qui, en principe, ne peuvent pas être modifiées facilement, mais qu'avec les majorités politiques, on peut modifier à sa guise. Alors ça, c'est un problème. Bon, moi, je dis toujours, et j'ai l'habitude de le dire, que la Constitution que nous avons, à laquelle nous avons participé à sa rédaction en 2001, avec le professeur Babacar Gueye, mon ami qui est très impliqué dans la société civile. Dans cette lutte. Cette Constitution a été d'abord défigurée. Oui, mais on ne va pas développer. Ensuite, elle a été transfigurée. Carrément. Carrément, voilà. Et ensuite reconfigurée. Alors voilà un peu le problème. Ça veut dire que cette constitution-là, je ne la reconnais plus. Voilà, c'est pourquoi je ne peux pas développer. Voilà, elle a été beaucoup touchée. Voilà, elle a beaucoup touché, que je ne la reconnais plus. Voilà. Elle a été beaucoup touchée. Voilà, c'est vrai qu'il y a des dispositions fondamentales qui n'ont pas été touchées. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été vraiment touchées et qui changent un peu. Est-ce que vous en voulez pas du tout. On va le dire, je veux dire, on a beaucoup parlé du professeur Ismaël Madior Fall, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères. On a beaucoup parlé de lui quand il s'est agi de toucher la Constitution. Est-ce que vous lui en voulez? Pas du tout. Vous savez, Ismaël Madior Fall, je veux le dire devant tout le monde, c'est mon étudiant. En première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, au troisième cycle, j'étais membre de son jury de thèse et je l'ai formé au concours d'agrégation. C'est ma formation, donc je ne peux pas lui en vouloir pour quoi que ce soit. Je considère que c'est quelqu'un de brillant. Voilà. Maintenant, le reste, c'est lorsqu'on est sur le terrain politique, on doit assumer ses choix. Voilà. Donc, il a des choix politiques. Voilà, il a des choix politiques. Voilà. Alors, on va parler politique, justement, professeur Pape Dembassi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et la gauche dans tout ça, est-ce qu'elle est prise en tenaille, puisque, rappelons-le, la CDS est membre de Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'elle est prise en tenaille entre la loyauté, la fidélité à Benno, donc votre mouvement, votre coalition politique, et le respect de l'état de droit? Je vous pose la question puisque dans la CDS, il y a PIT de Sambassi, qui est actuellement ministre du Travail et des Relations avec le Parlement. Il y a également le néo-ministre El Hadj Momar Samb, qui ont signé le communiqué du 2 février. Et depuis lors, silence radio. Que faut-il comprendre? Bien, tout à l'heure, en commençant, j'avais pris des précautions en disant qu'il y a des choses que je partage avec d'autres, et sur lesquelles je ne pourrais pas m'étendre sans qu'il n'y aura pas de concertation. Alors, il y a eu, pour ce qui nous concerne, une concertation avant la prise de décision la prise de parole du président, simplement parce que on a entendu, vu dans la presse beaucoup de gens proches du pouvoir agiter l'idée du report. On s'est dit, nous qui nous réclamons de la gauche, nous avons toujours eu une position de principe. Et cette position de principe, c'est de dire que nous ne pouvons être d'accord avec aucun report, quel qu'il soit. Et nous sommes vus, il faut qu'on rappelle cette position de principe. D'autant plus que les arguments qui étaient évoqués ne nous semblaient pas être des arguments pertinents. C'était léger pour vous. Oui, c'est pertinent. On s'est dit, il n'y a pas de crise dans ce pays-là. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés pour le choix des candidats qu'il faut tout remettre en cause. Nous ne comprenons pas cela. Donc nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec le report. Et ça, c'était avant que le président se prononce. Le 2. Voilà. Le président s'est prononcé le 3. Le 3, voilà. Le président s'est prononcé le 3. La première chose que nous avons eu à faire, c'est de nous dire, retrouvons-nous et discutons de cela. Et alors? On a discuté et on a dit, maintenant, il faut qu'on aille chercher les informations. Il faut qu'on ait toutes les informations. Est-ce que vous les avez? On est en train de collecter toutes les informations. Ça, c'est une chose, c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons. Et l'autre phase, c'est que
je le dis tout le temps, parce qu'au niveau de la presse, c'est normal. Hein? Oui. La presse, bon, on prend des raccourcis. Nous aussi, on cherche des infos. Voilà. Mais vous prenez des raccourcis. Prenez des raccourcis. La CDS, premièrement, ce sont les membres pris individuellement de la CDS qui sont membres de Benno Bokk Yakaar. Oui. Mais la CDS, en tant qu'entité, n'est pas une sous-coalition de Benno Bokk Yakaar. La CDS, c'est 9 formations politiques. 9 formations politiques. N'est pas, en tant que CDS, une sous-coalition de Benno Bokk Yakaar. Mais tous les membres, actuellement, sont membres de Benno Bokk Yakaar. Mais ça, c'est juste pour... Seulement, vous avez 2 ministres dans le gouvernement. Non, oui, et si on comprend bien, franchement, le raisonnement, c'est que ces 2 ministres-là qui sont dans le gouvernement ne sont pas d'accord avec le report. Non, bien sûr, je vais y revenir. Du 2 février en atteste. Je vais y revenir. Oui. Je voulais juste terminer pour dire qu'il y a ce point-là. Il y a le deuxième point, c'est que la CDS n'est pas aussi un parti politique. Tout à fait. C'est pourquoi je dis la presse prend souvent des raccourcis. Ce n'est pas un parti politique. Oui. C'est un regroupement de partis. Et actuellement, les partis sont en train de consulter leurs instances. En train de consulter leurs instances parce qu'il y a beaucoup d'autres de développements nouveaux qui sont arrivés depuis lors. Et lorsqu'ils constitueront leurs instances, nous nous retrouverons, nous en discuterons. Maintenant, pour l'observation que vous venez de faire, mais il n'y a pas de problème. Ils sont membres du gouvernement, mais ils sont aussi secrétaires généraux de partis politiques, n'est-ce pas? Et ils peuvent avoir des positions différentes. On a vu Sambassi lors du vote de la loi complètement désabusé, hein, le 5 à l'hémicycle. Il était là, il n'a absolument rien dit. À sa place, je serais dans la même position. Il était gêné, clairement. À sa place, je serais dans la même position, au-delà un peu de tout cela. Mais il faut bien comprendre cela, c'est important. Les partis politiques qui sont membres de cette coalition-là ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents. Et je dois dire que le président lui-même le sait. Il dit que dans Benno, il y a la gauche qui a ses particularités. Et il doit tenir compte de ces particularités-là. Les particularités, c'est ça. Si nous avons des positions de principe, il faut qu'on les exprime devant tout le monde. Mais quand est-ce que vous allez vous exprimer clairement, puisque bon, vous l'avez fait. Ce n'est pas si clair que ça. Antérieurement, mais aujourd'hui, vous parlez au nom du secrétaire général de UDF Mbolo-Mi, je comprends bien. Sûr, mais après, il y a la coalition, il y a la CDS. Est-ce que vous envisagez de reprendre la parole publiquement pour vous exprimer sur ce sujet-là? Oui, mais j'ai essayé de le dire. J'ai essayé de dire tout à l'heure que les partis vont se réunir. Chacun son instance, et ensuite on va se retrouver pour dire très concrètement. Parce que souvent, comme je dis, on prend souvent des raccourcis, on se dit oui, quand est-ce qu'ils vont sortir de Benno? Voilà. Oui, mais tout cela sont des questions sur lesquelles nous ne sommes pas encore prononcés. Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement. Un ministre, on va le dire poliment, ça se tait ou ça démissionne. C'est en France. Ça, c'est en France. Ici non, ça, c'est en France. Pas valable. Vous n'avez pas vu si on n'est pas d'accord, on peut rester au gouvernement. C'est le cas de Sambassi et Elhadji Momar Sow. Vous n'avez pas vu d'autres ministres en dehors de ces deux-là prendre des positions contraires et le dire publiquement? Oui. Vous le savez très bien, vous le savez. Je ne cite personne. Moi, je n'ai pas l'habitude de citer les gens, je ne cite pas. Non, ça c'est c'est mon éducation. Je ne cite personne. Vous le savez. Vous savez très bien. Les gens sont là en train de parler, qui sont membres du parti au pouvoir. Alors donc, il ne faut pas... Il y en a qui ont démissionné. Eva Marie Tolsec a démissionné. Le secrétaire général également, Abdelatif Coulibaly, a démissionné. Je n'appelle pas à la démission, mais juste pour qu'on ait une position claire et nette, puisque quand même, le communiqué du 2 février est sans équivoque. Et après, quand on n'a plus personne au bout du fil, c'est quand même compliqué. Non, mais je voulais expliquer. C'est ça. Si vous nous prenez comme un parti politique, alors là, c'est compliqué. Mais si vous prenez comme pour ce que nous sommes, ce ne sera pas compliqué. Ce que nous sommes, je vous l'ai dit, d'ici le week-end, les partis vont se prononcer. Il y a des instances qui ont été convoquées, les 17, 18. Et après, nous allons maintenant nous retrouver, parce que chaque parti va dégager sa position. Nous allons maintenant nous retrouver et vérifier si on va avoir une position commune sur la question. Parce que la Confédération, encore il faut le savoir, c'est qu'on a ensemble, n'est-ce pas, un certain nombre, n'est-ce pas, de domaines
communs dans lesquels nous intervenons, et il y a des domaines qui sont propres, qui appartiennent aux partis politiques. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pourquoi je dis, vous êtes pressés, mais attendez un moment, et on veut juste comprendre. Oui, j'ai compris. Dernière question, professeur Pape Dembassi, sur quand même la sortie des anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Vous avez lu le communiqué, peut-être. Je le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission, le moment est rare et cela témoigne également de la gravité du temps que nous vivons. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le dialogue national, est-ce que, d'ailleurs, les partis de gauche vont y aller pour pacifier tout cela et sortir de cette crise? Oui, vous savez, nous sommes tous inquiets. Tous. Et les chefs d'État qui viennent d'intervenir sont inquiets aussi pour le devenir de ce pays. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis très sensible à ce qu'ils viennent de faire. C'est pour dire aux gens, mais attention, vous n'êtes pas seul sur le terrain politique. Vous avez tout un État. Et dans cet État, vous avez des chefs religieux, vous avez des chefs traditionnels, vous avez des syndicats, des organisations de la société civile, vous avez toutes sortes de personnes, n'est-ce pas, qui sont concernées par ce qui est en train de se faire. Est-ce que nous avons, nous, le droit, n'est-ce pas, de rendre notre pays complètement ingouvernable? Complètement ingouvernable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens agitent des choses, n'est-ce pas, qui peuvent être assez graves pour notre pays. Ils ont fait des appels publics. Alors ça, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut que nous essayons de maintenir et de conserver notre modèle démocratique, quel que soit la situation. C'est pourquoi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut aussi que les autres segments qui sont importants dans la société puissent intervenir dans cette affaire-là et discuter. Parce que je vais vous dire une chose. Vous parlez de qui? Non, je parle des segments religieux, dans toute obédience confondue, etc. Tous ceux qui ont une voix qui porte. Voilà. Et je voulais dire, justement, vous savez, lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, on se pose des questions sérieuses. Si, supposons, le Conseil constitutionnel dit que cette loi est contraire à la Constitution, est-ce que vous pensez qu'on peut aller aux élections le 25? Est-ce que vraiment vous le pensez? Ben non, puisque le décret qui convoque... Voilà, c'est ça. Non seulement le décret, n'est-ce pas, abrogé, mais ensuite, il restera que quelques jours de campagne électorale pour y aller. Et qu'au 2 avril, l'exécutif n'aura plus de chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à se battre dans la rue? Bien, il faut se parler. Voilà. J'en suis à ce stade de réflexion. Est-ce qu'il faut se continuer à se battre dans la rue? Est-ce qu'il faut se parler? Parce que dans tous les cas, le 2, le président va avoir un problème. Voilà, il va avoir un problème. Et bien évidemment, c'est à lui de régler ce problème. Je ne donne aucun conseil, c'est à lui de régler ce problème. Il aura un problème. Mais pas entre-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne devrait pas créer les conditions de rencontre, de discussion sur le devenir de notre pays? Pas seulement des questions électorales, mais aussi de l'ensemble, n'est-ce pas, de notre système politique qui est en train d'être complètement dévoyé. Et si le président, on est dans les cas de figure, donc et si le président de la République décidait lui-même de se retirer du jeu, de jeter l'éponge, de démissionner? C'est une hypothèse. Maintenant, si le président décide de démissionner, les règles constitutionnelles disent que c'est le président de l'Assemblée qui le remplace et il a entre 6 mois, en 2 mois et 3 mois pour organiser les élections. 60 jours et 90 jours. Voilà, c'est ça, pour organiser les élections. Voilà ce qu'il dit. Donc ça, c'est réglé du point de vue constitutionnel. Maintenant, si cette loi-là est votée, il va y avoir un conflit de normes constitutionnelles. Il y aura un conflit. Quelle loi faudra-t-il appliquer? Voilà. Est-ce que c'est la dérogatoire qu'il faut appliquer parce que c'est une dérogation? Ou bien qu'est-ce qu'il faut appliquer les règles qui sont là, voilà, et qui sont là et qui sont tout à fait permanentes depuis 2001 jusqu'à maintenant. Si je vous comprends bien, et pour terminer, il faut aller au dialogue. C'est ce que vous dites ce soir. Je dis qu'on ne peut pas ne pas. Même si on ne voulait pas, on est obligé d'y aller. Je vais être très clair, voilà. On doit. Non, on ne peut pas ne pas. Ce que je veux dire, c'est que même si on ne veut pas, on est obligé d'y aller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Moi, je peux dire, moi, je ne vais pas au dialogue. Mais si on ne va pas au dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à se battre dans la rue? Jusqu'à quand?
avec quel bilan? Ou bien est-ce qu'il faut qu'on sauve notre pays? Voilà les problèmes, n'est-ce pas, qui se posent. Et j'en suis à ce moment de réflexion. Merci beaucoup, professeur. Voilà, c'est moi qui vous remercie. C'était très clair et très intéressant. Et nous sommes très heureux de vous recevoir et très honorés également de recueillir votre parole après ce long moment de silence. Merci beaucoup. Et je veux dire que j'ai un compagnonnage particulier avec TFM. Vous savez, pas TFM, avec le groupe GFM, parce que lorsque le président Wade voulait prendre un 3e mandat, c'est là-bas à la Médina, à RFM, que j'ai eu le premier, je ne dis pas le premier à le dire, mais le premier universitaire de mon niveau à le dire. Et c'est cela qui avait déclenché, n'est-ce pas, tout ce débat sur la question. Absolument. On oublie même que j'avais dit quelque chose, mais je ne revendique rien du tout, vous le savez, moi je suis un homme humble. Ce qui m'intéresse, c'est le pays. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre sagesse, professeur Pape Demba Sy. Merci à vous.